Bienvenue à toutes et à tous pour un nouveau numéro de Rencontre avec. Aujourd'hui, on va parler de l'Algérie, portée par sa communauté nationale établie à l'étranger. Mon invité a fait une grande partie de sa carrière à l'étranger, au Canada, dans des secteurs de pointe. Il aurait pu s'arrêter là, mais il a choisi de transformer cette réussite en levier pour l'Algérie. Rani Koulé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Manu. Vous êtes président du Conseil de développement Canada-Algérie et consultant en stratégie. Merci d'être avec nous. Merci. Alors, vous avez une conviction simple, celle que l'avenir de l'Algérie se construit par ses enfants et aussi par l'innovation et la création d'écosystèmes durables. Alors, avant de parler de projets et de perspectives, j'aimerais tout d'abord revenir sur votre parcours. En quelques mots peut-être, au plus loin que je me souviens dans ma carrière, j'ai toujours été soit entrepreneur ou intrapreneur. Donc soit sur des projets que j'ai moi-même lancés, soit des projets que j'ai rejoints à titre de dirigeant. J'ai eu la chance, ou parfois peut-être même, je me dis la malchance d'avoir été aux responsabilités très jeunes. Je me souviens, à mon premier emploi, j'allais chercher en fait un stage de fin d'études. C'était à Alger Centre, au boulevard Amirouche. Et rapidement, le stage s'est transformé en un emploi. Et mon employeur à l'époque, je pense, a décelé en moi quelque chose que peut-être à l'époque je ne voyais pas réellement. Vous aviez fait des études en quoi? Informatique de gestion, commerce international, par la suite management d'entreprise. Mais à chaque fois, le fil conducteur a toujours été que je n'étais pas tout à fait aux normes scolaires traditionnelles, très honnêtement. Et je cherchais tout le temps à avoir les perspectives différentes, donc en dehors du cadre, comme on dit. Et de cette expérience-là qui m'a porté un peu aux responsabilités au niveau des ventes, très rapidement, j'ai lancé avec ma famille une entreprise ici en Algérie, à Alger. Et on était justement à l'époque partenaire d'une compagnie canadienne. Donc c'est ce qui fait le lien quelques années plus tard. Et donc j'ai introduit en Algérie ce qu'on appelle communément les interactive whiteboards, donc les tableaux interactifs qu'on voit dans les écoles, dans les salles de conférence. Et à cette époque-là, c'était vraiment une révolution, puisque même l'informatique de base était un petit peu à ses balbutiements. On est dans les années 2004-2005. Et honnêtement, ça a été quand même un succès assez fulgurant ici même. J'ai même ouvert une filiale pour le Maghreb et collaboré aussi avec la marque canadienne pour son établissement en Europe, Afrique et Moyen-Orient. Donc c'était vraiment, je vous dirais, un tremplin pour, découvrir le monde nord-américain. Vous savez, en Algérie, pendant les décennies, on a toujours été porté vers l'Europe, essentiellement peut-être au niveau de la France, pour voilà, la communauté nationale qui est établie là-bas. Moi, j'ai tout de suite compris qu'il y a peut-être une orientation beaucoup plus intéressante à aller vers le Nord-Amérique. Il y avait la langue, donc l'anglais, donc j'ai dû un peu m'améliorer dans cette langue-là, qui est la langue des affaires finalement, et qui m'a servi au final. Et puis on apprend toujours sur le tas. Complètement. Et donc voilà, à chaque fois que ça a été un projet que j'ai porté moi-même, ou que j'ai rejoint. J'ai par exemple été l'un des plus jeunes directeurs généraux de filiales au groupe Civital. À 29 ans, j'avais sous ma coupe toute une filiale à gérer. Donc j'ai toujours été aux responsabilités finalement. Et ce leadership a été aiguisé au fur et à mesure. Et arrivé au Canada, c'était un peu naturel que, pour moi en tout cas, aussitôt établi, je trouve mes repères et je me relance encore en affaires. Au début dans le marketing numérique, ensuite assez rapidement dans le conseil en stratégie. J'ai un peu cette passion pour voir une organisation, qu'est-ce qui fait qu'elle fonctionne ou elle fonctionne moins bien. Je me suis formé et certifié à plusieurs méthodologies, notamment le business model Canva ou l'innovation par les modèles d'affaires, le business model, que j'ai réintroduit d'ailleurs en Algérie dans les années 2016-2017, en ayant formé plusieurs jeunes Algériens à cette méthodologie. Est-ce qu'en quittant l'Algérie, vous aviez tout de même cette conviction que vous alliez revenir et apporter votre expertise et votre vision? Honnêtement, je n'ai pas eu le sentiment d'avoir quitté à aucun moment. C'est peut-être ça qui a été d'ailleurs très difficile au départ, à tel point que je faisais en sorte que mes liens d'affaires avec le Maghreb, et particulièrement l'Algérie, ont été assez constants.
Et j'avais compris qu'en dedans de moi, voilà, j'avais cette volonté très très claire de contribuer. Je vous avoue que pour les premières années, ça a été difficile dans le sens, on pense qu'en quittant physiquement, on ne peut pas ou peut contribuer au pays. Mais finalement, la vie m'a donné des occasions de contribuer en étant à l'étranger. Je vous dirais même peut-être plus que si j'avais été encore là. Et aujourd'hui, je vis ces deux rives-là de façon très apaisée. Ça n'a pas été le cas au tout début, je vous avoue, mais en constatant qu'on est capable de former des centaines, voire des milliers de jeunes à l'entrepreneuriat, qu'on est capable d'introduire à son pays des méthodologies novatrices comme, je le mentionnais tout à l'heure, sur le business model Canva ou la proposition de valeur, la stratégie Océan Bleu, ce sont des méthodologies de design thinking, etc., qui aujourd'hui, alhamdoulilah, sont devenues tout à fait accessibles, tout à fait présentes dans l'écosystème entrepreneurial, mais à l'époque, c'était vraiment une innovation, c'était vraiment une nouveauté. Donc, j'avais compris que ce n'est pas tant la distance ou la présence physique qui fait l'impact, mais c'est vraiment l'intention. Est-ce qu'on a réellement envie de contribuer, ce qui a nécessairement été mon cas. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que quand vous êtes revenu en Algérie, entre guillemets, vous n'avez pas décidé de vous lancer dans des projets isolés, mais plutôt dans la création d'écosystèmes. Qu'est-ce que ça signifie pour l'Algérie aujourd'hui? Est-ce que c'est important de créer des écosystèmes? Je pense que d'abord, il y a un écosystème qui a évolué à une vitesse assez fulgurante, qui est celui de l'écosystème des startups et de l'innovation d'une façon générale. Je peux en témoigner pour avoir été un des premiers locataires du cyberpark de Sidi Abdallah. Et je peux vous dire qu'à l'époque, on est dans les années 2009, à son ouverture, l'infrastructure était vraiment tout à fait neuve. Et on ne parlait même pas d'écosystème parce que particulièrement, il y avait des projets. Il y avait une série d'acteurs et d'actrices de l'écosystème du numérique ou des startups d'une façon générale. Le mot startup n'existait même pas. Oui. C'était juste une entreprise ou pas. Et à cette époque-là, on souffrait, en tout cas, on pensait souffrir de plusieurs entraves au climat des affaires et à l'infrastructure, la connexion Internet, les systèmes de paiement, etc. Aujourd'hui, peut-être une quinzaine d'années plus tard, je peux témoigner qu'il y a beaucoup de rattrapage qui a été fait, donc, notamment sur l'infrastructure, la connectivité, les systèmes de paiement. Et de l'autre côté, il y a encore peut-être, à mon sens, puis j'ai la franchise de le dire à nos décideurs, hein, lorsque j'ai la chance de les rencontrer, on peut célébrer un rattrapage, mais il faut aussi être très lucide par rapport à aller vraiment faire des avancées significatives. Et je pense que ce recul que j'ai, tout en étant très proche avec des allers-retours en Algérie, mais suffisamment éloigné pour pouvoir constater les avancées, les rattrapages et peut-être des choses qui sont encore à accomplir, ça m'a donné ce goût, pour répondre à votre question, de réfléchir à la différence entre avoir... Je fais une analogie d'équipe nationale ou d'équipe de foot. Imaginons qu'on a de bons joueurs, ça ne suffit pas. Faut-il encore avoir une équipe qui est cohérente, qui est en synergie et qui peut-être a une ambition d'arriver à des résultats de championnat ou de coupe ou autre. Donc si j'extrapole cette métaphore sur un écosystème, j'ai pris celui de Sorta pour l'illustrer, c'est une chose d'avoir des opérateurs télécom d'un côté, un incubateur ou d'autres de l'autre, une école qui produit des talents, etc. C'est autre chose encore de les faire fonctionner en harmonie, ensemble pour que ça puisse constituer vraiment et créer cette énergie de 1 + 1 = 3, 4, 5. Donc l'écosystème, contrairement à une composante d'acteurs et d'actrices, il a ça de particulier, c'est qu'il crée un effet de levier. Et donc normalement, si moi j'avais pris dans le temps des années 2005, 5 ans pour arriver à un certain stade, en théorie, grâce à un écosystème qui prend de la maturité, ça devrait être moins de temps, ça en termes de temps. Si dans le temps, ça prenait un certain effort pour attirer des capitaux, pour pouvoir investir sur de la recherche et développement ou sur l'innovation produit, aujourd'hui, grâce à un écosystème, ou du moins une fois qu'il devient beaucoup plus mature, on a une attraction beaucoup plus importante des capitaux privés
que public, que lorsqu'il n'y a pas d'écosystème, etc. Donc je peux commencer comme ça à faire extrapoler ça sur les talents aussi. Auparavant, pour chercher des talents techniques ou même commerciaux, tout était nouveau. C'est littéralement les opérateurs télécoms. D'ailleurs, il faut le souligner, dans les années 2003-2004, c'est les opérateurs télécoms, surtout lorsque le marché s'est ouvert à l'international, avec l'arrivée de, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça s'appelait Nejma avant Ooredoo, ensuite Jay-Z, ensuite... bref, pour citer tout le monde, j'ajouterai Mobilis, donc l'opérateur national. Mais c'est ceux-là qui ont permis, tant en termes de management, en termes de marketing, en termes de technicité aussi, voilà, de donner un peu ce souffle. Mais à côté, il y avait déjà des opérateurs historiques. Les débuts d'Internet, c'était quand même tant Icosnet que, j'oublie le nom, les PAD, des opérateurs qui, certains ont quitté l'aventure, d'autres sont encore en opération. Donc je voulais juste rappeler, en tout cas à nous auditeurs, que cet écosystème-là qu'on peut qualifier aujourd'hui d'écosystème a été autrefois, une dizaine, quinzaine d'années, une série d'acteurs et d'actrices, chacun dans son rôle, mais qui n'en faisaient pas nécessairement équipe pour clôturer avec ma métaphore. Donc pourquoi je m'intéresse maintenant aux écosystèmes? Parce que je crois à leur effet de levier. Je crois qu'on peut avoir l'ensemble des ingrédients qu'il faut, mais si on n'a pas l'intention de coller tout ça ensemble, et d'avoir une stratégie de modération quasiment, voire de créer des liens parfois formels, autrefois informels, on n'arriverait pas finalement à nous classer sur les chaînes de valeur mondiales de façon professionnelle et de façon à ce qu'on soit vu et comparé sur l'essor international. Elle est en marche dans certains secteurs. J'en citais justement celui des startups. Non pas qu'on a fini le chemin, le chemin est vraiment loin, mais je pense que force est de constater, on peut se féliciter que la dynamique qui a été lancée, je vous dirais peut-être il y a moins d'une dizaine d'années, mais on va dire, rallongeons ça à une dizaine d'années, est vraiment à saluer. Toutefois, et je le redis encore avec beaucoup de lucidité, faire du rattrapage ne signifie pas qu'on a atteint l'ensemble des avancées qu'on est censé avoir. Il y a encore quelques entraves et je pense que les décideurs en charge de ce portefeuille-là sont tout à fait conscients et je les salue d'ailleurs pour l'effort et l'abnégation qu'ils ont tous et toutes à ne pas lâcher parce que ce n'est pas évident d'avoir une dynamique d'innovation et de start-up ou d'économie de la connaissance à l'intérieur d'un système finalement et d'une économie qui n'est pas habituée à ces effets de rupture. Je donne un exemple très simple. On ne peut pas financer par contre les marchés publics d'un barrage, pour construire un barrage ou une station de dessalement d'eau, de la même façon comme vous ouvrez le champ à des startups ou à des universités pour faire de la recherche et de l'innovation. Ce n'est pas le même paradigme. Donc, on a encore quelques barrières à surmonter, parfois mentales, au niveau de la tête de certaines personnes qui, par prudence, essayent d'appliquer les mêmes règles prudentielles des marchés publics au sens très strict et à raison, parce que voilà, on a eu des chats échaudés craignent l'eau froide, comme on dit. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a un effort assez soutenu et que j'appuie vraiment pour qu'il puisse aboutir à terme, pour alléger et faire non pas des cadres d'exception au monde de start-up et d'innovation, mais simplement reconnaître la particularité que certains écosystèmes ont besoin d'agilité, ont besoin de trouver des raccourcis, sinon on perdrait des occasions et on perdrait des opportunités de nous positionner encore une fois sur les chaînes de valeur mondiale. On aura l'occasion d'en parler sur certains cas précis. Rani, pour revenir sur vos activités, vous êtes instigateur de plusieurs initiatives, notamment dans l'aéronautique pour la lutte, notamment aussi aérienne contre les feux de forêt. Alors quand on voit l'impact humain, l'impact écologique et économique des derniers feux de ces dernières années, en quoi est-ce que ce type de projet dont vous êtes porteur peut-il changer durablement la donne de notre pays ? Effectivement, c'est un sujet très sensible et on se souvient tous et toutes, comme Algériens, encore plus imaginer que nous qui sommes ailleurs, on voit notre pays brûler. Et on vit aussi d'ailleurs dans des pays qui, je vis au Québec, au Canada, et
chaque année depuis quelques temps à cause des changements climatiques, entre autres, mais de plein d'autres aspects. On vit malheureusement des épisodes de feux de forêt assez intenses. Donc le lien entre l'aéronautique et les feux de forêt a été soulevé par des membres en fait, du CDCA, du Conseil de développement Canada-Algérie que je préside, qui nous ont c'est des membres de la Communauté nationale à l'étranger, notamment au Canada, qui nous ont dit on a une expertise au Canada. D'ailleurs, ça s'appelle le Bombardier, donc, ou le Canadair. Donc, c'est vraiment des appareils qui ont quand même été conçus et pensés dans ce pays-là, de par la grandeur du pays, le Canada, mais aussi les forêts qui sont complètement indénombrables quasiment. Et donc, il y a eu cette initiative que j'ai effectivement soutenue parce que je croyais fermement à l'impératif que l'Algérie se doit de passer de consommateur ou de locataire quasiment en ce moment d'avions pour la saison estivale à éventuellement, pourquoi pas, faire du montage dans un premier temps et par la suite, c'est ça une chaîne de valeur et c'est ça un écosystème. Une fois que vous le bâtissez avec l'intention de rentrer dans les standards internationaux, ça nous ouvrirait des occasions de devenir, et pourquoi pas, si ce n'est fabricant, mais au moins acteur de la chaîne de valeur mondiale. Et on a vraiment apporté des preuves à l'appui, à savoir des opérateurs canadiens et même américains dans le temps, qui étaient intéressés à co-investir ou créer des filiales en Algérie ou soutenir en tout cas une dynamique tant au niveau du design. Donc, je peux vous dire que la notion de design, c'est l'une des plus accessibles pour qu'un pays puisse se lancer là-dedans parce que ça a besoin de quoi? Des talents. Oui. Et alhamdoulilah, on en a vraiment, tant ici localement en Algérie que justement les membres de la communauté nationale à l'étranger qui ont accumulé des dizaines d'années d'expérience chez Bombardier, Airbus et d'autres, et aussi les opérateurs spécialisés type Conair au Canada et l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur de la lutte aérienne contre les feux de forêt. Donc l'idée était, je dis était parce que ça fait 3 ans qu'on avait fait un séminaire au CIC sur cette idée-là. Et vous verrez en fait honnêtement la journée de conférence, vous verrez les ateliers, vous verrez la présence jusqu'à 18 heures, une fois n'est pas coutume, vraiment de très hauts responsables, tant des services de sécurité, de la police, de la gendarmerie, que de la protection civile évidemment, que des acteurs du privé, être passionnés par ces nouveautés-là qu'on a amenées à l'époque. Donc aujourd'hui, il est temps de passer de l'idéation à éventuellement la mise en place. Il y a au moins 3 volets que je pourrais évoquer pour qu'on puisse imaginer un secteur comme celui-ci émerger en Algérie. Et je l'aborde un peu avec ma casquette de consultant, puis je m'intéresse beaucoup à la prospective. Donc comment, si on regardait l'Algérie d'ici à 2050, ou même un peu plus proche, 2035-2040, comment est-ce qu'on peut en mode backcasting, donc en reverse engineering, revenir, mettons, on ferait la même émission ensemble dans une dizaine, une vingtaine d'années, on se dira qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qui a été pris comme décision en 2026 et qui nous a permis aujourd'hui, 2040, 2050, d'être une force de frappe continentale en matière de lutte aérienne contre les feux de forêt, dans laquelle nous ne sommes pas seulement des consommateurs à acheter des avions ou à les louer, mais on a réussi à intégrer cette chaîne de valeur et on a pu créer des métiers comme le design, peut-être faire du montage de certaines pièces aéronautiques, peut-être faire une spécialisation dans une des régions du pays qui pourrait avoir les ingrédients nécessaires, tant une université qu'un centre de recherche, que des incubateurs accélérateurs. Vous voyez un peu, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc un écosystème, c'est de penser les ingrédients qui sont nécessaires. J'en ai cité les talents. Le deuxième, c'est l'infrastructure, évidemment. Donc, on peut penser à un aéroport, par exemple à Boukzoul. C'est un ancien aéroport un petit peu plus ou moins délaissé, mais qu'on peut réhabiliter avec l'intention de lui donner une vocation d'industrialisation. Ensuite, les membres de la communauté nationale à l'étranger sont absolument prêts, puis je vous le dis très, très officiellement, absolument prêts. Je cite Abdelkader Khavat, Lamine Fora et bien d'autres des pilotes d'hélicoptères qui sont prêts aussi à venir former sur le domaine, parce qu'en lutte aérienne, on a remarqué d'ailleurs durant ce séminaire que la pensée globale était que
on s'intéressait aux gros porteurs, aux gros avions. Or, la réalité, c'est que ça a beaucoup évolué depuis dans ce domaine. On peut avoir la télédétection. Donc, imaginez l'ensemble des startups qui peuvent se spécialiser à créer de la microélectronique, des drones, et dans une période qu'on sait de toute façon qui est propice au déclenchement des feux, faire de la surveillance, faire de la prévention. Et si jamais il y a un déclenchement d'un feu, malheureusement, souvent c'est humain d'ailleurs, malheureusement, mais des fois c'est la nature. On profite d'ailleurs de sensibiliser les gens au danger qu'ils créent pour eux-mêmes et aussi l'ensemble des actifs végétaux, mais aussi parfois matériels. Donc, soyons prudents. Donc, une fois que les effets de la prévention auraient été faits, et localement, avec de l'innovation, avec des startups, des grandes entreprises qui peuvent aussi s'établir, c'est l'intervention. En dernier recours, c'est l'intervention. Vous savez, les spécialistes qu'on a amenés cette journée-là nous ont témoigné qu'on a quelques minutes, à peine une quinzaine de minutes, après le déclenchement du feu. Si vous n'avez pas une stratégie tout à fait établie pour pouvoir le contenir, malheureusement, ça risque de faire des ravages. Donc c'est là où, non seulement pour notre pays, on a quand même un littoral, on a aussi des hauts plateaux et des zones forestières importantes, mais imaginez qu'on transforme notre positionnement. Monsieur le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, avait pris l'engagement justement de s'attaquer un petit peu à ce défi-là. Et je nous vois effectivement être une force continentale et pourquoi pas pourquoi se satisfaire en fait de seulement être consommateur si on a l'occasion, grâce à des propositions comme celles que nous portons au Conseil de développement Canada-Algérie, de nous mettre dans l'arène du montage, ensuite de la fabrication de certaines composantes. Et c'est des domaines de création de valeur extrêmement élevés. Les talents sont super bien payés, donc ce n'est pas des salaires type call center, quelqu'un qui appelle, il n'y a pas de sous-métier évidemment, je respecte l'ensemble des métiers. En termes de création de valeur et de captation de valeur, de capitaux étrangers, de création de devises aussi, je pense qu'on a là une occasion d'aller sur une arène qui est quand même assez qualitative. Il se trouve que le Canada, sur ce chapitre-là, est quand même un partenaire assez fiable, un partenaire technologique, et la communauté nationale établie au Canada se trouve foisonnante en matière d'expertise à ce niveau-là. Je profite, si vous permettez, juste en termes d'innovation, je voudrais faire le lien entre les deux. Tout à l'heure, je parlais de l'écosystème d'innovation. Par exemple, on a aujourd'hui un début de loi, en tout cas c'est proche de l'être, qui favorise l'investissement dans la R&D, la recherche et développement au niveau des entreprises. En effet, oui. Alors, imaginons comment est-ce qu'en mode prospective, on se dise « Ok, je vais connecter cette manne financière que de toute façon les entreprises algériennes se doivent de payer comme une taxe s'ils n'investissent pas sur la recherche et développement. De l'autre côté, je crée les balbutiements de cet écosystème de l'aéronautique, j'extrapolerai pour d'autres industries tout à l'heure, et je peux faire un petit peu ce lien entre les deux. Parce qu'on peut demander des entreprises d'investir en recherche et développement, mais s'il n'y a pas de porteur de projets innovants, ou si on est essentiellement dans la recherche fondamentale, très peu appliquée ou très peu applicable et transformable, transférable en tout cas au niveau de l'industrialisation, et si on n'a pas des acteurs économiques internationaux avec une vraie volonté de transfert de compétences, donc là finalement, on risque d'en faire d'une loi ou d'une initiative de taxe sur la recherche et développement qui est extrêmement structurante, mais faut-il encore lui créer ce tremplin, lui créer cet écosystème-là pour finir sur... Donc le lien entre les écosystèmes et les structures de facilitation financière ou d'incitatifs financiers que l'État pourrait mettre en place, donc l'un sans l'autre, c'est pas réglé. Mais en présence des deux, mais sans qu'on ait l'intention de les connecter, c'est pas réglé non plus. Donc c'est précisément là-dedans qu'on se positionne, puis d'où ma préférence pour des initiatives qui bâtissent des écosystèmes. Justement, Rani, on peut dire que votre parcours met en lumière le rôle stratégique de la communauté nationale établie à l'étranger, un rôle qui a été, on le sait, salué à plusieurs reprises par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a lui-même lancé un appel à la diaspora, aux Algériens de l'étranger, pour venir et investir dans le futur de l'Algérie. Qu'est-ce qui pourrait accélérer cette dynamique aujourd'hui, concrètement et brièvement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps? Brièvement, alors, je vous dirais que déjà beaucoup de choses ont été accomplies. Je dois vraiment en témoigner parce que
Il fut un temps, pas très loin, hein, les membres de la communauté nationale à l'étranger étaient quasiment considérés comme des citoyens de seconde zone. On a été blessés, en fait, dans ces années-là, du fait que voilà, on n'a pas été considérés comme étant contributeurs potentiels. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on se satisfait et on ne peut que applaudir la volonté du chef de l'État en la matière. Plus que ça, maintenant, je pense que la responsabilité, elle est commune. Oui. Et chaque parti doit prendre ses responsabilités. Aux décideurs, donc je parle des différents départements ministériels et des différents secteurs de l'économie algérienne, de faire la recension lucide et sincère des besoins pour lesquels éventuellement les membres de la communauté nationale à l'étranger pourraient y contribuer. Et ça, je dois vous avouer, pour présider la Chambre de commerce algéro-canadienne pour quelques années, il fut un temps où on nous disait on a besoin d'aide. Mais en quoi c'était difficile d'aller cerner le besoin. Aujourd'hui, on est ailleurs, on sait précisément c'est quoi le besoin, on le formule de façon beaucoup plus succincte et proactive. Alhamdoulilah. Maintenant, à la communauté nationale établie à l'étranger aussi, de considérer que leur contribution doit être en harmonie avec ce qui existe déjà en Algérie. J'aime à dire que il n'y a pas des sur-algériens et des sous-algériens, on est tous algériens. Et j'aime aussi rappeler que les compétences algériennes en local n'ont rien à envier. Donc si on peut peut-être apporter ce regard externe, si on peut peut-être externe dans le sens physiquement, hein, qu'on a la même niaque, si on peut peut-être servir d'un bon relayeur de ce qui se passe comme meilleure pratique à l'international, et de les adapter. Le mot-clé, c'est adapter. Oui. Parce que le copier-coller, selon moi, ne fonctionne pas. D'ailleurs, beaucoup de secteurs dans les décennies antérieures ont essayé de faire du copier-coller de méthodologie d'ailleurs, et elles n'ont pas nécessairement donné fruit. Donc, c'est cette contextualisation que je trouve qui est la meilleure contribution. Et si on a une troisième, ça serait la prospective, sur laquelle je m'intéresse beaucoup, à savoir les résultats d'aujourd'hui sont les fruits des décisions antérieures. Maintenant, comment est-ce qu'on peut se projeter sur un horizon moyen terme et sortir un petit peu du quotidien? On en parlera, je pense, dans une autre émission. Avec un grand plaisir. Parce que c'est une discussion très intéressante. Malheureusement, on est pressé par le temps. En tout cas, Rania Nicolé, merci infiniment pour cet échange. Et merci à vous, madame, monsieur, de nous suivre. Restez avec nous sur Al24 News. Au revoir.